Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinécast, cette fois-ci au complet, puisque Stéphane est de retour, là où Aurel, lui, s'apprête à rejoindre les cocotiers. Il faut bien rouler. roulement. Le sable chaud. C'est un roulement. Tout à fait. Épisode hors série aujourd'hui, puisque vous êtes allé voir ou vous vous êtes infligé, on verra, en fonction, un magnifique film qui s'appelle Aurel. The Meg, soit en nos troubles en français. Mais nous on préfère carrément The Meg. D'ailleurs au cinéma, quand on est allé. Ouais, c'était marqué The Meg. Et puis on l'a demandé, une place tout. pour The Meg s'il vous plaît. Ouais, elle a compris la dame. Elle a bien Elle vous a rigolé. fait un clin d'œil comme ça. Ouais, elle était très sympathique. Les D'ailleurs, on humilités salue sont cette très jeune fille de... C'est quoi, l'UGC où on était? Je sais plus. Qui était très sympa et rigolote. Voilà. Et qui du coup, ouais, on a vu... Et a vu qu'on était des hommes de goût. Oh bah, clairement. Donc voilà, moi j'ai passé bon tour, hein, puisque voilà, on discutera peut-être. Donc ça c'est va être le plat principal de cet épisode. Mais avant de s'attaquer à ce magnifique film de genre, est-ce que, Stéphane, puisque tu étais absent la dernière fois, est-ce que tu as des choses à parler, à discuter, des choses que tu as vues, entendues? Non, rien de spécial. Très bien, Aurel. le Quel touriste. connard. Arrête, tu Mais peux si, mais moi, mais j'ai tu vas pas profité nous faire la de liste mon de retour de vacances. Là, Je ça va être ferai le bien monologue, ce que je veux. Ah ouais, c'est ça, non mais... Je ferai bien ce que je On va veux. avoir une bière. Ouais. Pour moi j'ai vu pas mal de trucs. Certains que vous avez vus déjà, et Oui. puis d'autres que. Ouais, c'est que t'as rattrapé du retard et puis Voilà. t'es allé défricher des continents. Et voilà, et c'est certains ça, qui là, étaient. je te reconnais Covenant bien. ou pas? Oui, il y a longtemps que j'ai vu Ah ouais, J'en merde. avais même Putain, la reparlé. blague Ce serait bien est- que Ouais, tu il a suives un vu petit peu ce qui c'est se ça, passe ouais. T'as pendant écouté les Mission podcasts. Impossible? Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai pas encore vu. Et vous spoilez comme des cons. Mais non, Mais non, je spoil pas. Ouais, mais vous savez, en fait, le podcast il est pas très intéressant pour Ouais, de vrai. c'est ça. Ouais. Oh là là. Quel con. Allez, vas-y. Par contre, je suis allé écouter ceux de Ready Player One après avoir vu Ready Player One. C'est peut-être ça le plus intéressant de la Ouais. liste. Oh non, il y a moult choses. Ready Player One que j'ai donc vu, que j'ai pas pu voir en salle, et ça me manquait beaucoup. J'avais pas écouté votre émission. Avec Mathieu. Ouais, parce que vous aviez dit très clairement que vous Ah oui, spoiliez. ça là-dessus, il n'y a pas de surprise. Et donc j'ai pas voulu moi être spoilé, donc j'ai attendu un petit peu. En fait j'en arrive à peu près à la même conclusion que vous. À savoir que j'ai pas compris l'exercice qui s'était infligé là, le pépère Spielbergien. Alors j'ai été par contre assez épaté par la mise en scène, moi. Alors je sais que toi Sven, pas plus que ça. Ah si. Au contraire. Au podcast tu disais oui, mais bon, pas plus que ça. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé que c'était C'est hallucinant. le design qui me posait problème en fait. Ouais. Alors je vais finir de dire, puis après tu parleras. Donc moi j'ai trouvé que la mise en Ils scène t'ont foutu était dehors en vacances, c'est ça? non. Et la mise en scène était géniale, et je trouve que depuis Avatar justement, tu sais, en matière de cinéma numérique, on va dire, où là où tu poses ta caméra là où tu veux, et tu peux embrasser la scène d'action de la manière que tu veux, ce cinéma là je trouve qu'il y avait eu Avatar, et maintenant je trouve qu'il y a Ready Player One, où je trouve vraiment c'est un nouvel étalon, quoi, toi, sur cette manière de filmer. Je trouve que c'est absolument génialissime, même s'il y a certaines scènes qui sont pas forcément hyper lisibles, et je suis d'accord avec la scène de course au début, avec le Kong là, tu sais, qui arrive à certains moments. C'est vrai que c'était pas hyper lisible, mais je trouve que malgré tout, waouh, c'est vachement intelligent cette façon de faire. Après je trouve que c'est un film de vieux con en fait. Tu vois, un film de vieux con, avec quelqu'un qui est pourtant, alors, est pas forcément un gamer, c'est pas quelqu'un qui joue tout le temps, mais en tout cas qui a une connaissance du média qui est quand même très importante, et étonnamment, je trouve que en fait il fait son vieux con quand il dit voilà, l'Oasis on va la clore, la fermer 2 jours par semaine parce que rien ne vaut la réalité.
Ouais. En roulant des pelles sur un vieux canapé. Voilà. Tu te dis, mais Enfin, Roland pourquoi, Despel, t'as en pas faisant des besoin de pious. faire ça. Ouais, Enfin, voilà. tu vois, ça c'est des trucs enfin, c'est vraiment le truc de vieux con. Attention, hein, tu joues, mais tu éteins de temps en temps, tu vas prendre l'air. Hein. Oui, d'accord. Bon. Donc truc de vieux con qui a pas grand chose à dire parce que en fait je sais même pas ce qu'il y a à dire. Quel est le message exact, j'en sais rien. Est-ce que c'est un truc un petit peu libertaire sur les grandes sociétés qui veulent bouffer ta liberté? Si c'est ça, c'est tout pourri. Si c'est sur du jeu vidéo, c'est passéiste. Si c'est sur en fait je sais pas ce que ça a à dire. Parce que le bouquin a rien à dire, je pense. Bah, Le bouquin en lui-même, il a rien à dire. Après c'est bizarre cette façon dont on présente le bouquin comme étant une ode à la contre-culture, parce que ça tu peux le ressentir à certains moments. Là où j'étais moins d'accord avec vous, c'était sur le fait d'avoir pu dire c'est un hommage c'est un bouquin sur le jeu vidéo, un bouquin et un film sur le jeu vidéo. Pas tant que ça, moi, c'était un bouquin sur la contre-culture. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ouais. Sur la contre-culture de manière générale, donc tant le cinéma que le dessin animé, que le jeu vidéo, que les bouquins, que n'importe quoi, mais cette culture qui est considérée comme étant par le prisme du MMO. Quand même. Par le prisme du MMO, mais en fait qui est assez Accessoire. Ouais, enfin, encore Après, les bouquins, c'est quand même c'est plutôt sur la pop culture en fait. La pop culture, ouais, c'est ça. Voilà. Mais toujours pas la contre-culture, source pop du jeu culture. vidéo parce qu'il y a des grandes tirades. Après le bouquin, il semble-t-il, c'est ce qu'on avait expliqué. Moi je l'ai pas lu, hein. J'ai toujours pas lu d'ailleurs parce que Apparemment, c'est Ouais, c'est non, du tout, moi, j'ai pas envie c'est de le mauvais. dire. hein. c'est mal écrit, mais c'est beaucoup plus sombre en fait. Il y a un vrai univers post-apocalyptique dans la réalité en fait. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il sert un peu plus de contrepoint à l'espèce de volonté de s'immerger dans un jeu qui est vraiment un pendant un défouloir, ouais. Bah, dans lequel d'ailleurs l'accès est pas aussi simple que ça, si tu veux. Ah bah, ce que tu disais, c'est comme du coup, on est vraiment dans un truc à la Mad Max, t'as pas de connexion. Donc, peut-être partout, que ça sert un peu plus. Maintenant, en fait, le truc c'est que nous on l'a vu à la sortie, ce qu'on en garde c'est finalement une scène. Scène de Shining, ouais. Et en fait j'ai de plus en plus de mal à comme toi en fait à comprendre pourquoi Spielberg s'était engagé dans cette aventure là, parce que comme tu dis il envoie pas un message très clair que refaire un film d'aventure, il avait plus ou moins fait avec Le Bon Gros Géant qui s'est pas bien vendu, qui a pas fonctionné. Il est porté au nu avec Pentagon Papers, donc je comprends pas en fait cette volonté de vouloir revenir à ce cinéma-là pour lequel il a excellé par le passé, sans avoir de vrais propos, là où dans ses films plus sérieux, c'est que ça, c'est qu'un propos en fait. Et je comprends pas pourquoi Spielberg à un moment donné va pas voir les studios. C'est la même crainte que j'ai pour Indiana Jones, hein. Dire aux studios, bon écoutez, moi j'ai passé l'âge de faire ces trucs-là, j'ai plus grand chose à apporter, voire à démontrer. Par contre, j'ai mes petits films, parce qu'en plus c'est des tout petits budgets que je peux tourner rapidement et dans lequel, voilà, donc qui finissent sa carrière, même si c'est moche à dire de Steven Spielberg là-dessus, mais un peu, la comparaison est un peu C'est fini l'entertainment pour lui alors. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait Le Bon Gros Géant, ça se rétame. Là, on lui donne un truc qui est calibré pour lui. Et qu'en définitive, il y a des scènes qui sont effectivement très folles. Techniquement, le film est assez irréprochable. Mais sur le fond, il apporte pas plus de choses comme ça. Donc, et derrière, il y en a d'autres qui vont probablement pas faire aussi bien, mais qui vont essayer de s'y rapprocher, qui coûteront moins cher et qui auront peut-être plus de fraîcheur que lui. Et ça me tue de le dire, hein, parce que c'est Steven Spielberg. Toi, vous parliez. Mais pourquoi est-ce tu qu'il fait pas une aujourd'hui fin de carrière de films d'aventure, mais moi, à la j'ai Clint Eastwood jamais perçu comme un film d'aventure, quoi. Parce que la question, un film d'aventure, je vois bien ce que tu veux dire avec Indiana Jones et tout ça, mais là, si tu veux, j'ai trouvé ça tellement. C'est chiant en fait, hein. C'est 3 étapes là pour trouver les trois clés. C'est pas très aventureux, hein. Vraiment, c'était pas un film très intéressant. Les personnages, à aucun moment je m'y suis attaché. Toi, tu disais un truc vachement juste sur l'effet de groupe. Ouais, ça je sais. Et toi, mais à un moment donné, fonctionne pas. mais non, mais j'ai même été étonné qu'on nous force à du coup aimer un groupe qui n'existe pas.
C'est-à-dire que les deux Asiatiques, là, à un moment donné, ils arrivent, mais vraiment au chausse-pied. On dit, en fait, c'est les potes de machin. Ouais, c'est les potes de machin, mais en fait, vous les avez jamais présentés. Enfin, je les connais pas, moi, ces mecs-là, toi. C'est vraiment la bande de potes. T'as les pièces rapportées et on dit, ça, c'est mes potes. Ouais, mais c'est pas pour ça que c'est les miens. Et là, c'est le truc, ils vont être là tout le temps, en fait. Mais alors que c'est le cœur des films des années 80-90, ouais. Des films d'aventure où tu passes un peu de temps à... Enfin, tu reprends les Goonies, t'as quand même une séquence de mise en œuvre, de mise en place des différents personnages qui est hyper poussée. Tout ça, même cet aspect-là, Amblin est raté, en fait. Ouais, mais est-ce que c'était... je pense pas Spielberg aussi passéiste que ça. Je pense que Abrams l'est beaucoup plus et toute la vague Stranger Things sur le film de potes beaucoup plus que Spielberg... Je pense pas qu'il était intéressé par ça, hein. Enfin manifestement il n'a pas été intéressé par ça, par le film de... Mais c'est con du coup de nous présenter un groupe qui n'est pas sourd et dont on se contrefout, donc les personnages... Bon. Donc voilà, hyper déçu par Ready Player One et... Si ce n'est, du coup tu l'as vécu comment toi la scène de Shining? Alors, mis à part cette scène-là, qui je trouve, qui est génialissime, et je trouve super déférente. Enfin, tu vois, moi j'ai dans le film. Hein. Oui, moi j'y ai pas vu un crime de lèse-majesté, quoi. Je trouvais que c'était intelligent, c'était fin, c'était beau, c'est vraiment une super scène. Presque c'est le seul moment où tu le sens intéressé par ce qu'il fait. Ouais. Et par l'exercice, et par et voilà, et que tu le sens, là tu le retrouves un peu de présence. C'est le seul moment du film. Après, ça aurait pu être réalisé par quasiment n'importe qui. T'aurais pas vu les différences. C'est ça qui est triste. Je suis pas non, parce que je pense qu'il faut quand même, faut quand même avoir suffisamment de compréhension de la mise en scène et puis du matériau qu'il utilise, parce que malgré tout, il est pas en live là. Hein. Il filme rien en live là à ce moment-là. Enfin, à part les gens qui sont en motion capture, mais tu sens quand même Même Janusz Kaminski qui avait dit qu'il s'était jamais autant fait chier à faire un film que ce film-là, mais tu sens que dès que... du coup, ce serait intéressant de voir à quel moment du processus de tournage la scène de Shining est arrivée, c'est à la fin, si au début, parce que tu sens qu'effectivement, cette scène-là, c'est la seule scène qui les intéresse tous les deux. C'est-à-dire que, comme tu disais Aurel, c'est des photos de définition, en fait, qu'ils ont retravaillé. Tu sens que tout a été balisé là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il fallait en faire un espèce de bougli-bougli... Enfin, c'est tout le design aussi, toi, les personnages, c'est les personnages random. Alors effectivement, c'est les personnages random des jeux vidéo tels qu'on peut les voir encore maintenant, mais il n'y a pas de patte, en fait, hormis cette scène-là, qui est vraiment une parenthèse, et qui est présentée d'ailleurs comme ça, comme une espèce de parenthèse, et derrière, le film, repart avec effectivement une fin... Enfin, voilà, moi je signe autant de Patagon Papers ou de Pont des Espions que vous voulez, mais ouais, c'est un peu trop de dire ça, mais je préférerais presque que Spielberg tire un trait là-dessus et se concentre sur des pépites et qu'il utilise sa fin de carrière pour mener une charge, pour avoir des choses à dire, que d'essayer de se raccrocher à des trucs, sachant que Marvel occupe le terrain et que... et puis voilà, qu'il fasse quelque chose, qu'il comprenne. C'est con parce que c'est quand même le boss de la pop culture, ce mec-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même. On en reparlera certainement tout à l'heure avec The Meg, mais c'est quand même Barjot, et que à ce point-là, si tu veux, pour lui la pop culture n'est qu'une histoire de citations, de références ponctuelles, et jamais un cadre beaucoup plus enveloppant. C'est ça, c'est de la citation. En effet, c'est le Mechagodzilla, c'est Shining, les citations de c'est ciné Chucky, sont celles sur lesquelles il émet les plus. Alors, il en scène au-delà de quelques secondes. Hein. Mais les citations de ciné sont celles qui sont les plus portées, parce que derrière, effectivement, le tresseur de Blizzard et compagnie. Oui, mais en fait, on s'en branle ça, toi. Moi, je me demande, et je crois qu'on s'est tous posé la question tous les trois quand on a vu la bande-annonce, de savoir, on voyait tous ces personnages qu'on connaissait, peut-être toi, certaines fois un petit peu moins, des personnages de jeux vidéo qu'on voyait apparaître dans cette bataille finale, là. On dit, mais comment est-ce qu'ils s'en servent? Enfin, comment est-ce qu'ils interviennent? C'est l'air Barjot, ce truc-là. C'est que des avatars. En fait, c'est que des avatars. Donc, après, je serais curieux de voir comment est-ce que les plus jeunes, en fait, ont cette vision du film. Parce que je suis persuadé que moi, de leur côté, c'est leur nouvelle référence, leur nouveau retour vers le futur, quoi. Un truc comme ça, toi. Non, moi je pense pas. Je me pose la question. J'ai pas de John à disposition pour... Donc voilà. Tristan. À toi, ouais, tu sais que t'avais vu des trucs aussi? Ouais, non, vite fait, un petit truc sur Netflix,
J'aime bien les animés. Sponsor. Last Man, vous allez trouver ça sur Netflix. Animé français, tiré d'un manga français. Fast and Furious. Ouais, c'est vachement bien. C'est extrêmement drôle. C'est très bien animé. L'histoire en plus est pas trop mal. Donc à regarder, c'est une vraie. En plus ça dure quoi, une vingtaine de minutes chaque épisode. Donc ça se bouffe, c'est assez sympa. Et ils ont réussi de faire à créer un personnage principal qui est. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un personnage aussi sympa à suivre, avec lequel t'accroches tout de suite. Il y a beaucoup d'humour. Comme c'est très fantastique, t'as tout un bestiaire de démons, de trucs comme ça qui sont assez intéressants à voir et qui sont plutôt en plus vraiment bien faits. C'est vraiment bien réalisé, donc très sympa. Donc à voir, en plus comme c'est français, c'est cool. Et puis j'ai vu La Momie avec Tom. Je vais dire, putain, j'ai vu La Momie avec Brendan Fraser. Alors, parenthèse, faut qu'on en parle. Le 1, le 2, le 3 et le Roi Scorpion ont été vus au cinéma en temps et en heure. Pareil. Voilà. Mais moi, mon préféré étant le premier. Les autres, je les trouvais innommables. Ah, j'aime bien le 2. J'aime bien le 2 aussi, moi. Je déteste. Le premier, j'ai trouvé génial. Et qui repasse tellement souvent qu'en fait, c'est assez rigolo. Je l'ai revu donc il n'y a pas longtemps. Mais là, bref, La Momie, truc différent, où Universal, je vous le rappelle, en fait, c'était normalement un peu le second départ, après une tentative complètement ratée avec Dracula Untold un an avant, que j'ai vu aussi, de lancer Universal, le Dark Universe, qui était en fait une espèce d'idée en fait de franchiser le catalogue de monstres Universal à la Marvel et de nous présenter donc chaque monstre dans des films séparément, pour ensuite, et tu comprenais bien, l'idée d'une espèce de Justice League des monstres, contre qui j'en sais rien, on sait pas trop. Putain, des mecs. Ouais, non mais c'est ça. Et donc il s'était pris une première raclée avec Dracula Untold, et puis là il nous avait dit. Il n'y avait pas forcément beaucoup de prétentions quand même. Non. Et qui est pas horriblissime. Hein. Mais du coup, moi ça m'a trouvé ça fou, bizarre. qui est pas fou, mais non, mais en effet, évidemment c'est meilleur que Van Helsing. Bah ouais. Même si. On va loin là. Bah non, mais je trouve qu'il a raison. Ouais. Ah non, mais si tu veux regarder. C'était Stephen Sommers, hein. C'est à la sortie de La Momie. Hein. Enfin, le truc est. Alors, tu retrouves tout le côté débile de Stephen Sommers. Ce film, Van Helsing, il est quand même sacrément rigolo à voir. Je n'ai jamais vu un Dracula aussi peu charismatique. Qu'est-ce qu'il est naze. Non, mais je veux dire, c'est quand même bizarre de passer de Dracula Untold, qui était un petit film sans prétention avec le mec qui. Luke Evans. Ouais. Les premiers degrés, assez premiers degrés. Ouais. À La Momie avec Tom Cruise. Tu te dis, mais. Bah là, tu sens qu'en fait, il y a un gap. Oui, parce que tu sens en fait que c'est bon, allez, on s'est planté, on va faire comme si ce truc-là n'existait pas. Et puis ben là, en fait, voilà, on a la star, la méga star qu'on réussit à accrocher. On vous présente le Dark Universe, vous allez voir mes cocos, ça va être génial. Et tu sens qu'effectivement, là, on essaie d'un peu d'upgrader le truc et de présenter un truc beaucoup plus sérieux, effectivement. Mais pourquoi pas rester dans la série Z, en fait, aller au bout des trucs, d'aller chercher Del Toro. Tu sens que c'est plus, bah non, on prend Del Toro en Z. Non, mais je veux dire, toi, Mais là, tu sens qu'on prend. Ah, bah, parce que Del Toro, il a déjà fait son non, puis attends, sa partie, en fait. Le but, c'est de faire aussi comme Marvel, c'est-à-dire de prendre des Yes Men. Ah oui. Donc tu vas pas prendre. Oui, mais c'est pour ça, toi. Del Toro, il a fait sa créature du bec. Non, mais l'écurie, tu sens que Del Toro, derrière, il a plein de noms de petits jeunes issus de l'Amérique latine. Alors, on fait des petits. Miguel Martinez Sanchez. Non, mais. Toi, des Fede Alvarez, des jeunes comme ça. Il a toute une écurie, effectivement, où le père de mais c'est aussi des mecs, je pense qu'ils sont pas très simples à manœuvrer. Je pense que. Bah oui, je suis assez d'accord. Mais non, mais tu vois, pour un studio, ils se disent toujours. Quand t'es sous l'aile d'un Jackson ou d'un Del Toro. À mon avis, c'est des mecs qui vont vraiment mettre le pied à l'étrier. Est-ce que là, du coup, Alvarez, il a réussi. Bref, parce que là, en même temps, tu te plantes avec Tom Cruise, ton truc, tu l'emballes, tu le fous sous le tapis, et puis c'est terminé, quoi. Qu'est-ce qu'il avait réalisé d'ailleurs je sais plus. Bref, du coup. Donc ça vaut ou ça vaut pas ? Ça vaut ou ça vaut pas ? Écoute, moi, je m'attendais à. Alors, j'ai bien aimé. Les trucs que j'ai bien aimés sont
Grantin. Sofia Boutella, qui donc fait la momie, cette actrice-là que vous connaissez, notamment dans Kingsman, c'est la nana avec les lames de, tu sais, les espèces de lames en guise de jambes. La brune qui est assez chouette et qui a une vraie présence et qui du coup c'est intéressant d'en faire un personnage féminin, de faire de la momie un personnage. C'est Alex Kurtzman de KNB. Je sais pas qui c'est moi ce mec là. Le cas de KNB. Non. Je connais le cas de KFC, mais c'est assez. Le Kentucky Fried Fried. Et donc, du coup, plutôt pas mal. Ce que j'ai aimé, globalement, le film a de la gueule. Ce que j'ai aimé, mine de rien, c'est du coup. Par moments, c'était plutôt bien emballé. Après, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Pourtant, t'as tout, hein. Tom accepte d'être moins monolithique. Il retrouve un peu le personnage de petit malin, un peu vanneur, un peu roublard, etc. Donc un peu moins lisse que ces personnages parfaits qu'il a toujours interprétés. Après, au bout d'une demi-heure, il est en torse-poil. Bon. À l'époque, c'était c'était dans le contrat. C'est une occasion ratée parce que tu te dis qu'en fait ça aurait pu être effectivement c'est pas une idée à la con. Il y a notamment le fait, tu vois, que du coup dans l'histoire on fasse aussi très rapidement il y a Russell Crowe qui donc fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde en fait. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, c'est pas con l'idée, parce qu'en fait, c'est lui en fait qui mène les recherches sur en fait les monstres en général et le mal en général, lui-même étant du coup un principal facteur de risque. Sauf que tout ça en fait tombe à plat, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, du coup, c'est quoi ? Tu dis que le film est plutôt moyen, c'est de la promo, c'est une date de sortie pas bien calibrée. Non, c'est un produit qui a le cul entre deux chaises. Entre la volonté de t'emmener sur un univers dark, tu sais, donc du coup un peu plus flippant, un peu plus sombre, un peu plus mature, tu vois, mais sans non plus aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en restant en fait dans le PG-13. Donc c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le vrai problème en fait, si tu veux, c'est que ce qui fait que du coup là où ce qui a été sympa, c'est de nous emmener dans un peu plus de violence, dans un peu plus de du coup d'horreur en fait, et de tu vois, de rester dans la trame de ce que pouvait faire Universal avec ces films qui étaient à la base quand même des films d'épouvante, et d'en faire quelque chose de plus sympa. Alors ça l'est un peu plus à travers les tu vois, la momie, elle a des donc elle contamine en fait des gens pour qu'ils deviennent des momies, mais sauf que c'est en fait, je l'ai vu moi. C'est ce qui est un peu con, c'est que ça te fait plus penser à des infectés, à des zombies qu'à des momies en fait. C'est un peu dommage parce qu'ils sont assez réussis, ils sont assez, la façon dont ils bougent, etc. C'est pas mal, j'aime bien moi. Et puis t'as des choses qui sont tentées qui sont ridicules. Tom a son meilleur pote dans l'histoire qui se fait contaminer assez vite, et ce mec-là en fait va réapparaître contaminé en fait à travers, tu sais, des visions qu'a Tom, sauf qu'en fait il est toujours aussi drôle, donc en fait il fait des vannes alors qu'en fait il travaille complètement pour la momie, donc il y a un moment où il est menaçant pour lui, d'autres en fait c'est tout juste ils reprennent pas une bière ensemble, enfin t'as des trucs qu'on n'y que ni tête en fait, et puis à la fin moi j'ai un petit regret parce que en fait j'aimais bien l'idée, je sais pas si on spoil mais oui, allez. En fait, si tu veux, toute l'histoire mène au fait que du coup, la momie, celui qui va avoir à la fin les pouvoirs, en fait, c'est Tom. Et je trouvais ça pas mal. Et effectivement, du coup, tu dis que Luke Evans aurait pu revenir en Dracula, il était pas trop mal. Lui en momie, c'était plutôt cool à développer. Voilà. Ouais. Comment dire, Russell Crowe aurait pu parfaire parce qu'il est clairement raté son personnage. Alors pas le côté Dr. Jekyll qui est très bien, etc. C'est le côté Mr. Hyde, la transformation est ridicule au possible. Tu dirais un pilier de bar qui a une coupe rose tellement. Enfin, c'est. Ouais, en même temps. Oh, alors là non. Non. Alors là, si tu me vénères juste avant qu'on parte, que je parte en vacances, là, tu commences à dire des trucs sur Monsieur Russell Crowe. Je crois pas. Moi, je crois pas. En tout cas, pas ici, monsieur. Pas dans ce podcast.
Et du coup, c'est clairement raté de ce côté-là, alors que c'est un personnage hyper intéressant, du coup. Mais voilà, donc, c'est pas si catastrophique que ça. Ça laisse un gros goût de raté, quand même. Ce qui est un peu dommage, parce que moi, l'idée me déplaît pas. Mais après, c'est clair que c'est tout à fait, en fait, si tu veux, c'est symptomatique de la marvelisation des productions. C'est ce qu'ils ont ultra peut-être symptomatique. un petit peu perdu de vue, c'est qu'à la base, ce sont des monstres. Donc la plupart ont été utilisés dans les années 30-40, et c'était des monstres qui faisaient peur au cinéma. Bah ouais. Que ce soit Dracula, que ce soit le Frankenstein, c'était des monstres qui faisaient peur. Et ils ont totalement perdu l'aspect horrifique, et sont partis sur quelque chose du coup qui est dans le commun et dans le truc classique de films qui fout pas la pétoche. À aucun moment tu as peur. Et donc perdre ça de vue, et c'est vachement dommage, parce que tu peux orienter tes films sur quelque chose de beaucoup plus horrifique, et en faire quelque chose de un film, tu vois, mais je veux dire, le film d'horreur en B fonctionne. Les Annabelle, les dossiers Warren. Pas un budget avec Tom Cruise. Mais c'est là où il y a un vrai problème, c'est que t'es pas. Autant tu vas chercher Luke Evans, qui est entre deux eaux, le mec que tu vois dans le BTV et le mec qui certaines fois fait de la prod un petit peu plus haut de gamme, mais bon, qui sera, à mon avis, jamais, sauf dans le Hobbit, mais toi, voilà, qui sera jamais une tête d'affiche. Enfin, ça se trouve dans 10 ans, on va dire la merde. Mais non, parce que tu fais plutôt ce genre de mec, et tu vises pas en effet Tom Cruise, parce que en effet t'as parfaitement raison, je pense, sur c'est un film classé R qu'il fallait faire avec ça, et tu fais pas un PG-13. Oui, sauf que tu vois, regarde, je pense que le Universal s'est aussi dit, moi ça m'a fait penser aussi à un film qu'on aime bien, mais avec qui ils sont pris un sacré gadin. Alors je sais plus si c'est Universal qui produit, mais tu sais, c'était Wolfman. Ah oui, qui était bien. Qui a été. Qui a une production compliquée, qui a été. Benicio del Toro. Avec Benicio del Toro. Et Anthony Hopkins, qui est une vraie tentative de revenir à travers. Enfin, de faire un film sérieux, effrayant, avec un loup-garou qui est stylé en plus, qui est vraiment. Qui est par moments qui a de la gueule, sauf que. Il est très Hammer, il a été repris en cours de prod par le studio, qui a plus ou moins viré. Je sais plus, c'est pas qui a fait ça. Je me souviens plus du tout qui a fait ça. Je sais plus, c'est pas Joe Johnston, mais je sais plus. Mais du coup, et qui à la finale, tu vois, c'est sous-distribué, c'est balancé comme ça, et le film en fait a pas la. Et ce qui est dommage, parce que c'était effectivement peut-être plus aller sur ce traitement-là qu'il fallait aller. Mais je pense que tu as deux problèmes. Ils salivent tous devant la formule Marvel, et donc ils c'est Joe Johnson. Tous faire du Marvel en se disant à partir du moment où on a des figures, on va faire exactement la même chose. Et puis tu as le problème aussi Tom Cruise, qui rapidement ça devient une production Tom Cruise, donc il est de tous les plans, ça tu le sais. tout tourne autour de lui, etc. Ouais, mais sauf que si tu veux, je pense que apparemment tu viens dire à Tom, j'aimerais bien que tu sois dans mon film. Je pense que dès le départ, en fait, tu te places sur des budgets. Il faut que tu lui proposes un truc, quoi. Tu lui proposes pas un 20-30 millions d'euros tourné dans les anciens locaux de la Hammer. Enfin, tu vois, il a pas les couilles de le faire, en fait. Ce qui est problématique, c'est que derrière, tout le monde cherche Marvel couplé à Deadpool. Donc tout le monde cherche. Oui, ça c'est la nouvelle tendance, ça maintenant. C'était la tendance à l'époque. Oui, aujourd'hui, tu peux pas faire tu peux pas faire du Deadpool avec des figures de monstres. Ça a aucun sens. Regarde, c'est Steven Sommers. Un rated R. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui. Ouais, enfin, moi, ce que je te parle c'est le côté un petit peu vulgaire. Ouais, c'est ça le truc. Enfin, le côté un petit peu aussi. La violence. Classé rated R. Ouais. Ah oui. Venom, d'accord. Venom. Vous allez voir, on va en faire un rated R, etc. Et puis t'apprends qu'en définitive, ça va être un PG-13. Et tu dis ok, donc ce que vous avez vu dans la bande-annonce, en fait, on le verra pas. Enfin, c'est con, mais je pense que ce cinéma-là, du coup, le cinéma qui pourrait être un petit peu plus vénère et qui pourrait correspondre, par exemple, à La Momie, à ce genre de film, ce serait de l'indépendant.
enfin de l'indépendant. Ouais. C'est con, mais les budgets à la Bloom, un petit peu plus importants, c'est ce que j'allais dire. permettraient d'aller là-dedans. Et c'est ce qu'il fait, parce que Bloom prod avec la Hammer qui a été remis en route. Ouais, mais le problème c'est que enfin, la Hammer, ce qu'elle te fait n'est plus du tout. Non, mais ça pourrait être. Bah, ça dépend. Alors, la Dame en Noir était, ça allait. Mais tu vois, t'imagines une petite copro comme ça marcherait. Tu vois, le côté malin de Bloom, etc. Puis la Hammer qui vient apporter son truc en disant. Oui, mais presque un label en fait. Oui, mais il faut accepter de dire bon, en fait, cool, on va downgrader, c'est-à-dire on n'en fait pas un truc avec Tom Cruise. Mais non, mais Universal je le voudra jamais. Mais bien sûr que c'est ce qui permet, malgré tout, les fans de cinéma fantastique et d'horreur savent aujourd'hui les produits qui sont intéressants. Les studios sont les yeux plus gros que le ventre. C'est que mais non, mais ça pourrait en fait gagner de l'argent là-dessus. Tu fais un film à 20 millions, il en rapporte. Mais non, parce que tu peux pas faire du blé avec un R. Tu fais du blé avec un PG-13, mais tu fais pas de blé avec un R. Tu te limites forcément. Le nombre de personnes. Regarde Deadpool. Ouais, mais Deadpool après. Dont on dit d'ailleurs que le 3 sortira jamais parce que le coup de poker du premier n'a pas refonctionné. Et que le 3, il va falloir coller un budget maboule, qu'il faudra le sortir en R parce qu'on va pas faire un 3 PG-13, et que du coup, même Ryan Reynolds se dit, il y aura probablement pas de 3, il y aura peut-être un X-Force pour aller au bout de la logique. Ils vont aller là. Mais fin de l'histoire. Mais pourquoi Universal n'essaye pas de capitaliser sur ce petit coup de poker du film petit budget mais qui utilise les monstres comme il faut l'utiliser. Mais t'es aussi dans une logique de course à l'armement, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... oui, mais tu sais que tu peux pas lutter. Quand tu vois que ça fait des milliards maintenant, quel exécutif chez Universal, avec son petit catalogue qui est très respectable, peut honnêtement se dire, avec Tom Cruise, je vais aller chercher Marvel. C'est mort, ils ont tué le game, ils viennent de racheter la Fox. Tirons un trait là-dessus. C'est la même disposition entre Microsoft et Apple maintenant, où arrête, c'est terminé, arrête les frais, arrête ton Microsoft Phone, c'est mort, t'y arrives pas. Ou alors si, c'est des outsiders comme des Chinois, etc., qui vont y aller. À un moment donné, voilà, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que, et derrière, en plus, tu te plantes et tu t'annonces plus rien. Le Dark Universe, on sait pas ce qu'il en est. Mais après, il faut aussi être clair. Moi, je pense que c'est des monstres qui fonctionnaient à une époque. Et moi, je suis venu au cinéma fantastique, c'est con, mais via ces films-là, le Karl Freund, le Todd Browning, les Dracula, donc c'est cette première salve-là qui m'ont pas fait peur. Le Frankenstein est pas horrifique, est plus flippant aujourd'hui. Mais par contre, il t'apporte autre chose. Mais je pense que ce sont des monstres qui n'intéresseraient plus le public. C'est compliqué, quoi. Le Frankenstein, t'as eu combien de relectures de Frankenstein depuis les années 30? Mais t'en as eu t'en as eu beaucoup. Les Branagh et tout ça. Je suis tombé sur la dernière, là, tu sais, avec Machiavelli. Voilà. Alors, où ils essayent, en fait, le jeu un petit peu de dire, en fait, c'est pas sur Frankenstein exactement, c'est sur le docteur Frankenstein. Ouais. Mais, tu vois, ça fonctionne pas. C'est Radcliffe, d'ailleurs, qui fait c'est Radcliffe. Ouais. Mais tu vois, ça fonctionne pas. T'en as aucun qui a fonctionné. Stephen Sommers, il était pitoyable, aussi pitoyable que son... j'avais vu aussi celui que son Dracula. Oh là là, il y a une perle dans les... comment il s'appelle dans The Dark Knight, celui qui fait Harvey Dent. Ouais. Ah oui, je l'ai vu celui-là aussi. Sam Eckhart. Non, pas ça. Si. Aaron Eckhart. Oui. Ah ouais, mon pote, tu l'as pas vu celui-là. Mais je fais des yeux genre... mais ça, c'est une perle du nanar. Ouais. Ça, c'est une perle de nanar, mais mon pote. Ça ne fonctionne pas. Mais parce que je pense qu'il est plus adaptable. Quand Branagh essaye de faire son Frankenstein, il en fait un héros tragique. Ce qu'il est, éminemment. Mais... c'est pas film d'horreur, quoi. Et je veux dire, tu passes à autre chose et tu fais ce qui se passe avec Mary Shelley aujourd'hui. Tu axes sur quelque chose d'autre. T'en fais un héros différent, mais je veux dire, tu n'en fais plus un film d'horreur. Le Dracula, Stephen Sommers, il en fait un mec qui est ridicule. Le Dracula Untold, pas plus que ça. Alors du coup, est-ce que l'idée c'était justement de recréer une émulsion en les oui. C'était ça l'idée. Mais avec toujours. Parce que du coup, tu peux après, tu peux te faire aussi ton casting parce que du coup, ça commence à avoir de la gueule. Tu prenais Russell Crowe, t'avais Tom Cruise, Luke Evans, pourquoi pas le faire grimper un peu plus. Pourquoi pas aller chercher avec le loup-garou, reprendre Benicio del Toro, enfin tu sais. Mais c'est déjà ce qu'a fait Stephen Sommers. Et du coup. en un film, mais c'est exactement ce qu'il a fait et ça fonctionne pas. Et du coup, tu vois.
Voilà, mais là, bon, écoute, de toute façon, c'est mort, ils sont plus qu'échaudés là-dessus. Là, mais bon, toi, tu trouves le film... Ouais, ça va, c'est pas non plus la grosse merde. Tu peux le voir un samedi soir tranquillement et tu t'en gardes rien. Voilà. Puis des trucs intéressants, je trouve que le film a un peu de gueule, donc t'as une couleur de... Enfin voilà, la photo, machin, les décors, par moments, ça a de la gueule. Donc voilà, c'est tout. Moi, je vous parlerai vite fait, j'en ai plein d'autres, je vais égrener au fil du temps. Un film, là, contrepoint de RPO, de Ready Player One, là, c'est un film qui est sorti en début d'année. Alors, je sais même pas s'il y a une sortie salle, c'est Golem, le tueur de l'ombre, qui est visible. Si, monsieur. Oh là là. Et en plus, rigole pas, parce que ça va être avec un de tes héros, c'est avec Billy Knighty. Ouais. Il est sur Netflix. Ouais. Alors, il est dispo sur, là, en VOD. Sur et Apple je crois TV. qu'il est sur Netflix. Non, je crois pas. Je sais plus. Je crois pas. Moi, Moi j'avais lu une très très bonne critique dans Mad et donc j'avais gardé dans un coin de ma tête et donc là je l'ai chopé en VOD. Alors c'est un film qui est réalisé par Juan Carlos Medina. Olé Et qui est assez étonnant sur en fait cette période victorienne qui est pré-Jacques l'Éventreur et donc sur un autre tueur en série qui vient zigouiller et qui fout le dawa dans le Londres victorien et Jacques le Dépeceur. Jacques le Dépeceur, c'est ça. Ben, il s'appelle le Golem du coup. Et donc c'est toute une enquête. Alors c'est assez déstabilisant parce que le film n'est pas et donc c'est à la fois une enquête sur qui a tué, enfin qui est le Golem. Un whodunit, donc qui est-il? Donc il y a une enquête là-dessus, et également en parallèle sur pas du tout, heureusement d'ailleurs, sur le destin d'une actrice de musical. Tim Burton l'a fait. Hein. Et que j'ai adoré. Une actrice de musical qui est dans le cadre enfin qui est dans le cercle du tueur. Et donc c'est Billy Knighty qui fait le détective. Rôle qui était à la base donné à Alan Rickman et en fait c'est à la période donc il est casté pour, le rôle est fait en grande partie, alors c'est ici d'une nouvelle, enfin d'un bouquin, donc le rôle n'est pas fait pour lui mais en tout cas Juan Carlos Medina le réécrit avec une base d'Alan Rickman. Alan Rickman est hyper emballé, part sur le projet jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il soit malade. Donc en pré-production, il change un petit peu de fusil d'épaule en disant on va éviter qu'Alan Rickman se déplace, donc on va changer le tournage, on va adapter machin, et puis jusqu'à ce qu'on apprenne sa mort. Où là, du coup, Juan Carlos Medina laisse tomber et le projet, et puis repart parce que Billy Knighty est intéressé. Est dispo et donc fait un personnage. Tu vois, depuis quand tu m'as dit ça, en fait, je me suis refait la bande-annonce et du coup, je trouve que t'imagines complètement Alan Rickman là-dedans. C'est dingue. Mais complètement. Ouais. Et ça aurait eu une putain de gueule. Ah, ça aurait eu une putain de gueule. Même si Billy Knighty, respect, tout ça, machin, tac tac. Ouais. Mais putain. Alors le film est très particulier. Ouais, faut que je le C'est-à-dire que t'as vraiment deux intrigues parallèles qui sont en fait nouées, hein, mais avec une photo qui est alors là pour le coup super zarbe parce que c'est hyper tranché, hyper flashy. C'est hyper bien joué. Vraiment, ça je vous le conseille. C'est vraiment un chouette truc. Un petit peu ovni, mais chouette. T'as d'autres trucs rapidement là encore? Non, moi j'en aurais, mais on fera ça plus tard. C'est pas une spéciale Stéphane, hein. Alors, hier soir, vous êtes infligé, vous êtes allé voir. Alors nous n'étions pas partis pour nous infliger quoi que ce soit. Vous vous êtes retrouvés en petit couple, là, tous les deux, vous êtes pris par la main, vous avez pris votre petite ça faisait très longtemps qu'on avait dit qu'on irait voir The Meg. Donc, En eau trouble, un film avec de John Turteltaub, avec bête de tortue. Tout ça. Avec Jason Statham en tête d'affiche. Ouais. VO, VF VF. Alors, justement. Pardon, excuse-moi. Non, justement, on a galéré pour. Les délocalisations. Oui, c'est ça. Voilà. Le passage du Non. VO, tout bien. Avec l'accent. Désolé, c'est pas 3D, nous dit la dame. On répond à la dame. La Statham's Touch, c'est-à-dire qu'il a une voix quand même. Oh là là, quelle voix il a! Attends, on fait le pitch d'abord. Cette voix de couille. On fait le pitch. Donc, Meg Ryan est une actrice donc des années 90 très jolie.
Elle enchaîne des succès, etc. Sauf que au début des années 2000, elle commence à faire du botox et elle devient méconnaissable. Et donc, elle devient une créature qui erre dans les abysses. Et qu'un jour, Jason Statham la redécouvre et du coup, elle décide de le bouffer. Donc, The Meg Ryan. Avec Ryan. Dire que c'est un peu ça quand même. Non, alors le pitch est extrêmement con, mais alors plus con tu meurs. Oui. Mais au moins ça c'est pas gênant. En gros, Statham est un plongeur sous-marin, mais spécialisé dans les sauvetages en grande profondeur. Ah oui, il est pas c'est pas un scientifique. Non, ils sont pas allés jusque là quand même. Non. Si, il a des lunettes. Non. C'est comme Dennis Richards dans le Boy ça. Pardon. Tu es physicienne nucléaire. D'accord. C'est un des trucs les plus ridicules que j'avais été fait. Qu'est-ce que c'est drôle. Bah, ils ont quand même fait The Rock dans Rampage, spécialiste. Ah non, moi j'y crois tout de suite. Alors moi... tu sais, The Rock, il peut tout jouer. Il y a une animalité chez ce mec-là qui fait qu'il est forcément pote avec des gorilles dans la vraie vie. Le mec, il peut être fleuriste, moi ça me va. Ouais. Bref. Et il y a un accident sur un sauvetage et en gros plus jamais ça, il part finir le reste de sa vie exactement à se bourrer la gueule en Thaïlande. Il a bien raison. C'est vrai en plus. Pattaya, ça court plus tard. Donc voilà. Le mec qui ne fait aucun effort pour parler le thaïlandais. Non. Et décide de rester à et c'est les Thaïlandais qui parlent anglais. S'il te plaît. À Jason Statham. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, un milliardaire extrêmement riche décide de financer une espèce de plateforme offshore. Une espèce de plateforme offshore destinée à la recherche scientifique, en fait, parce que l'idée est dans la plus... ils sont donc du coup... Fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, qui est la fosse la plus profonde du monde, il paraît. Eh bien, figure-toi que le fond de la fosse des Mariannes ne serait pas un vrai fond. Ce serait une sorte de... une rift. Non. Il y aurait une sorte... Il y aurait une sorte de couche thermique. En fait, c'est un nuage... et on est trop con, on n'aurait jamais vu ça. Les scénars pensent que du coup, cette couche de nuage, c'est le fond. Voilà. Mais en fait, c'est pas le fond. Oh là là. Et en dessous, quand tu traverses, que je me donne, mais j'adorerais être dans les bureaux des studios avec un mec qui pitche ça sur un board à la Aliens avec le S, toi, tac, dollar. Il te pitche ça et un mec qui fait j'adore. Ah mais c'est clair. On y va. Et donc parce que en dessous, l'idée, si tu veux, en dessous de la couche thermique qui refroidit l'eau, c'est un peu ça l'idée. En fait, l'eau est chaude en dessous. Tu vois, en gros. Dans les abysses, tu descends à 6 degrés, t'as la couche thermique, en dessous, c'est un courant chaud, et en fait, tout un organisme, un écosystème a été sauvegardé en dessous. Voilà. Qui est absolument génial. Donc, sauf que j'avais oublié de dire, c'est le cas. C'est que du coup, l'accident de Jason Statham serait pas dû qu'au hasard. Je dis ça, je ne dis rien. Non. Peut-être disons que intervention d'une force extérieure indéfinie pendant qu'il faisait son sauvetage, vie aquatique. Donc effectivement, il y a les scientifiques qui descendent, ils s'aperçoivent qu'on peut aller en dessous de ce qu'on considère comme étant la surface. Qu'en gros, en dessous, c'est la barrière de corail, c'est hyper florissant, il fait 30 degrés, des machins, etc. Tout ça. C'est génial, c'est les petits coraux. Les petits corallas. Voilà. Ah oui, vous êtes vraiment éclaté tous les deux. Et sauf que très rapidement, il y a un accident parce que il y a une bestiole. Pas tout seul. Et donc c'est plusieurs. On ne sait pas. Et du coup, ils sont en dessous. Du coup, et donc faut aller récupérer le premier. Le premier sous-marin s'est fait défoncer équipe, en fait, qui du coup est en accident. Voilà. Du coup, tu penses bien. On va chercher. On va récupérer à coup d'hélicoptère à Danong ou je sais plus trop, à Pattaya ou à Hanoï, je sais plus. Tu vois, Jason qui du coup débarque sur la plateforme et voilà. Et le film commence et du coup après le requin s'échappe, c'est un merdier. Alors The Meg, pourquoi ? Parce que mégalodon. Voilà. Donc c'est un requin préhistorique, un truc mais énorme qui fait entre 25 et 27 mètres. Ah oui, quand même. Ça c'est précis. Tout à fait. Mais moi j'ai suivi les informations scientifiques délivrées par le film.
Et donc, après, il n'y a rien de très particulier, si ce n'est que cette bestiole va s'attaquer à différents trucs, des bateaux, qui des plages, qui des chiens, et donc le but, ça va on être... parle de chiens. Oh putain, ouais. Predator Dog. Attends. Bonnes vacances. Et donc, le truc, ça va être de Statham qui va à la pêche au mégalodon. Voilà. Avec un gros lancer. Alors, par où commencer? Alors, Willy the Bigger Boat, y est ou pas? Alors, moi déjà... On a eu très peur, j'ai eu très très peur, et j'ai dit que j'aurais eu Turtlebow, il en prenait une, parce que jamais il y a eu des réunions là-dessus. Il y a eu des réunions. Oui, mais c'est ça, Je pense qu'il y a eu des réunions. On dit, bon, on l'a fait. On la fait pas, non, on la fait pas. C'est pour ça qu'on te parlait en début d'émission de Spielberg, parce que tu ne peux pas mater un film de requin. Tu ne peux pas mater un film de requin sans avoir Jaws à l'esprit. Surtout qu'ils vont aller piller allègrement sur certains plans ce qui a été fait sur la franchise des Jaws. Bon, bref. Bon, le film a pas forcément de prétention. Ça spoil ou pas? Il y a rien à spoiler, hein. Très clairement, il y a rien à spoiler. Enfin, le produit tel qu'on te l'a donné, c'est un produit déjà, voilà. Et tu sais exactement comment ça va se passer. Et je pense que on pouvait écrire tous les éléments. On l'aurait fait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'était une de ces nombreuses maintenant coproductions chinoises. Ouais. Donc dès le départ, tu as le logo du producteur chinois qui arrive, et donc ça implique en fait, un tu cast. comprends ça, parce que du coup, ça aurait pu s'appeler United Color of Bande de cons, parce qu'ils sont tous plus cons les uns que les autres, ils sont tous plus caricaturaux les uns que les autres. Et déjà, tu as un premier problème qui est du coup le casting, parce qu'à part Jason Statham. Et aussi un mec qui joue que j'adore, je vous en avais parlé dans Super, le milliardaire. Ah oui, d'accord, oui. Qui là est extrêmement mauvais. Je viens pas ce qu'il vient foutre ici. Je comprends pas, surtout si c'est pour faire ça. Le reste du casting est complètement inconnu, et c'est surtout qu'il est peut-être pas forcément en Chine. Hein. Alors il y a Ruby Rose, Jax Erd. Mais non, mais cherche pas, tu sais. Non, mais c'est la deuxième. Non, mais. Alors, Jax, voilà, c'est ça ce que j'ai appris. Oui, mais à part ça, si tu veux, c'est quand même pas des pointures. Non. C'est pas des seconds rôles très. Elle commence à émerger effectivement, et on la connaît surtout parce que elle a été annoncée comme Batwoman ou Batgirl, je sais plus Elle jouait dans John Wick 2. Elle joue dans Orange is the New Black. Ouais. Triple X Reactivated. Ouais, non, c'est pour te dire. Donc, mais si tu veux, en plus, non seulement ce sont des acteurs vraiment de second voire troisième liste, mais qui en plus font des caricatures. Dire le Black. Il y a un Black qui est forcément une grande gueule, le Black de service. Le mec à un moment donné, il y a plus caricatural. Mais c'est bouffé du hallucinant. Non, mais par contre, il va nous faire une caricature de Black. On va avoir le même personnage que dans Godzilla, le scientifique asiatique qui a 50 piges. Et donc. Et ils ont casté quelqu'un d'autre que Ken Watanabe ? Oui. Ah, mais après c'est le même charisme. Hein. C'est-à-dire que le mec, il va se mettre à avoir des réflexions philosophiques sur la science et sur l'impact de l'homme sur son milieu naturel. Ouais, mais tu vois, Aurel, face à toi, il y croit. Ça. Ouais. Il y croit, mais peut-être qu'il y croit. Mais si donc, c'est Ken Watanabe, j'y crois. Voilà. Là, j'y croyais moins. On est dans un cast hyper clicheton, mais très caricatural. Et éventuellement, surtout, ça peut. Oui, éventuellement, tu peux l'accepter. C'est à quoi tu. Mais du coup, ça dépend. Mais tu sais, grâce à Sharknado, tu peux aussi penser que ce film est fun. Tu peux imaginer que ce type de film est fun. Alors, attendez, parce que The Meg, c'est Sharknado pas du tout. Un peu plus évolué. Enfin, moi, c'est comme ça que. Ah bah c'est pas. Alors c'est peut-être moi je me souviens pas. Non. Alors, Sharknado est un vrai nanar, je trouve même pas ça très intéressant, mais au moins ça a le mérite du truc de assumer, on a des effets spéciaux de merde, et puis on fait du fun. Là, c'est jamais fun. C'est jamais fun. C'est difficile de savoir exactement. En fait, t'as pas d'humour, donc c'est compliqué parce que. Je crois quand même pas que cet Adam il prend ça hyper sérieusement. C'est-à-dire que c'est quand même juste. Alors lui, il est en pilote automatique, hein, c'est-à-dire qu'il fait. Vous pensez. Non, mais parce que du coup, moi j'ai. Mais non, mais ce qui est étonnant, si tu veux, c'est que c'est quand même un truc à 120 millions de dollars. Mais c'est ça en fait. Mais ouais, c'est un truc à 120 millions de dollars. Donc tu te dis que tu vas quand même avoir en fait un upgrade certain en termes de qualité des effets spéciaux, en termes du coup de casting avec des mecs un peu plus sérieux. Et en fait, t'es à 5 cm de la frontière des productions Asylum, sci-fi. Hein. Je veux dire, la différence entre un téléfilm sci-fi et ce qu'on a vu, c'est minime.
Parce que moi, je C'est le range aussi du même mal niveau joué, que mais le, non, le Casse c'est un vrai- avec La Tempête de René Harling, toi, toutes ces espèces de films qu'on voit plus, toi, les Mais non, petits mais movies à l'époque, putain, à l'ancienne. Par exemple, tu C'est vois, un DTV, hein. quand tu mets. C'est un quand tu DTV de mets, luxe. C'est vraiment ça. Par exemple, tu vois. voilà. Non, mais de Ouais, luxe, enfin, parce ça que fait cher t'as de 120 TTV, millions. quoi, Parce 120 que les millions. effets spéciaux, le mégalodon, il est moche. Il est super moche. C'est la seule CGI. Ah bah non, Ouais, excusez-moi, mais ça m'ennuie tellement. Non, mais c'est la salle CGI. Et puis il y a tout le côté influence, si tu veux, produit calibré clairement du coup pour le marché asiatique, donc avec un casting qui est en partie asiate et qui pose de vrais problèmes en termes, si tu veux, d'ingrédients scénaristiques, parce que mine de rien, t'as une censure en Chine. Et donc, tu sens très fortement, si tu veux, les limites de l'exercice. Parce que le personnage féminin, par exemple, va développer un love interest en 30 secondes avec Jason Statham, mais t'es que un fif et connard. Hein. jamais ils se touchent, jamais ils s'embrassent. C'est de l'amour courtois. Enfin, l'amour courtois, jusqu'à ce qu'elle le voit. Torse-poil. Déshabillée. Et puis là, elle fait elle se cache comme ça, Bah, tu fais avec pareil. la main. Hein, Tu ferais pareil. si je te voyais comme ça, je Non, te bah ferais non, pas ça. ça me fait pas, moi. Heureusement. Non, mais elle se cache avec la main, genre, oh non, mais attends, le mec, enfin. Donc si tu veux, Tu et peux puis il y a des regarder moments comme ça, qui quoi. sont du coup, si tu veux, des vrais moments entre, elle a une petite fille, etc. Donc il y a des moments qui je trouve qui sont très clairement calibrés pour le marché asiate. La relation avec la petite fille, avec le père, machin, tout ça, tout, et tu sens c'est extrêmement calibré là-dessus, et du coup ça marche, c'est rentré au chausse-pied dans ce qui est finalement un film catastrophe, enfin un film de monstre, Ouais. enfin une merde. Donc du coup là-dedans, et ça fait une production qui est très bizarre en fait, qui a un ton de film qui est très bizarre, avec des passages qui sont hyper gênants parce que ça donne enfin t'as pas du tout envie d'aller en Chine en fait, puisqu'à un moment on va la faire courte, mais Le requin décide d'aller. charcler faire la boule. T'imagines la boule, La boule, avec tous ces nageurs. donc ils ont C'est dans la bande-annonce, ça. Et ben ça, ben voilà. ça. Et ben donc il décide d'aller bouffer là-bas. Bon, pourquoi pas, je veux dire, c'est passage obligé presque d'un certain nombre de films de Squall ou d'autres trucs. Mais putain, je te jure que les gens qui se baignent sur cette plage et dans cette flotte sont tous encore des gogoles, quoi. T'as un môme qui nous est présenté. C'est celui qu'on va suivre un petit peu et qui va se retrouver avec sa bouée, avec un requin qui veut lui passer à 2 cm du truc. Mais j'ai jamais vu. t'as envie qu'il le morde en fait. Là. Mais vas-y, mais fais-toi bouffer, petit enfant qui a l'air mais idiot comme pas possible. Ouais. Non, mais c'est assez terrible de voir que la cible est loupée. Alors, j'ai un début de réponse en fait. À la base, c'était Eli Roth qui devait être le réalisateur de ce film-là. Et il a quitté la prod parce que différent artistique sur le mode, mais moi je vais faire un R. Donc laissez-moi faire un R, Oui. et il n'y a pas de problème. En fait, on dit non, tu feras pas un R. Et je pense qu'à partir du moment où il y a des fonds chinois qui sont arrivés là-dedans, c'était encore plus. Mais il est hors de question que ce film-là, il soit pas vendu partout, quoi. Donc peut-être est-ce que ça aurait été un petit peu plus couillu si on n'avait pas eu ça, si on n'avait pas eu cette censure graphique aussi. Et puis en fait. À la différence d'autres réalisateurs qui ont fait des films de monstres où les films n'étaient pas terribles, et je pense notamment au Godzilla le dernier Godzilla Gareth Edwards. de Gareth Edwards, mais qui fonctionnait parce qu'il aimait son monstre, il était iconique. Là, jamais la bestiole elle est magnifiée, quoi. Jamais. À aucun moment. T'as de scènes mémorables avec le truc, ce qui est problématique. Donc, soit tu la vois pas beaucoup, soit tu la vois trop, comme il est énorme le truc, donc t'as beaucoup de mal à avoir des plans larges, parce que je pense que techniquement ils voulaient pas non plus le faire, peut-être parce que ça coûtait trop cher ou je sais pas quoi, donc t'en as assez peu des plans larges, avec à l'échelle, un homme à l'échelle, t'en as très très peu, donc non, ça manque de tout, quoi, ça manque de tout. Puis à un moment, tu sais plus t'es dans quoi. Le design du film est ridicule sur la base. En fait, il y a un moment où ils sont habillés comme des Power Rangers avec des espèces de sous-marins. Tu sais plus dans quoi t'es en fait. C'est tellement. Voilà, donc c'est assez ridicule, c'est assez mauvais. C'est très mauvais. Et ça n'a pas, malgré son absence de prétention, ça n'a pas le fun que peuvent avoir certaines autres productions. Moi, j'ai tout de suite pensé à celle d'Aja avec Piranha. J'étais en train de rechercher ouais. le. Et qui est toi.
Voilà. Très clairement, le truc de non mais moi je m'en fous de vos personnages en fait. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer une bande de piranhas défoncer du baigneur. Et voilà. Et le truc est un petit peu pareil, c'est une faille qui s'ouvre dans le truc, t'as les piranhas qui sortent et qui viennent. Voilà. Et là c'est fun parce que c'est gore, c'est gorasse, et du coup Eli Roth sur un film comme ça, tu vois exactement ce qu'il peut faire. Alors ça aurait peut-être été trop proche justement de ce qu'a fait Aja, mais peu importe. Là, justement, ça ne franchit pas ce truc-là. Donc ça n'a pas la prétention du fun absolu de rien à branler. Donc ça nous crée une histoire d'amour, ça nous crée un différend entre plusieurs personnages sur le passé de Jason Statham, et ce qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc c'est raté. Ça passe à côté de la cible du fun, ça passe à côté de la cible du truc sérieux comme pouvait l'être, très premier degré comme pouvait l'être Jaws. Ou là, t'es vraiment en flip. Moi je pensais, tu sais, à Peur Bleue de Ridley Harlin. Qui est du coup comme série B avec un postulat débile qui est ces espèces de requins super intelligents en fait, arriver et puis à tirer parti de son décor qui était la base sous-marine. En fait là dans le film la base sous-marine c'est une vaste escroquerie parce qu'en fait il s'y attaquera jamais. Si, il plantera ses dents un jour dans un truc pour faire peur à une petite fille. Voilà, dans la bande-annonce. C'est le moment le plus réussi du film parce que exactement. Comme on le voit très peu et qu'il avance très doucement, ça donne un plan assez sympa. Mais c'est le seul. Voilà, mais c'est tout. Et puis pour le reste, tu vois, qui était un film malin en fait, Peur Bleue, qui était pas un gros budget, mais qui était malin comme tout, qui avait un casting solide. Qui a trouvé le ton, quoi. Voilà, qui avait trouvé le ton, qui se permettait des petits trucs assez sympas, comme le fait, tu sais, de faire bouffer Samuel Jackson en plein speech de remotivation, ce qui était extrêmement drôle. Ce qui était. Et qui se fait recracher. Voilà, c'était super drôle. Et d'avoir un truc qui est beaucoup plus efficace. Et là, en fait, ça marche pas. Donc, c'est très entre deux chaises, quoi. Ça va être le sous-titre de l'épisode. Quoi. Sauf que du coup, c'est assez flippant parce que c'est encore une fois très symptomatique de l'importance en fait que prend le marché asiatique, notamment le marché chinois sur le développement de production, parce que quand tu vois en fait que là le film cartonne, il fait plus de 321 millions de dollars alors qu'il vient juste de sortir, donc c'est colossal. Il y en a pour 115 millions rien que sur le marché chinois. Donc en fait ça va pas s'arrêter ce genre de truc, donc ça va donner des productions bâtardes. Alors ça va être très intéressant à voir justement. Je connais pas du tout je sais pas comment on est ça en fait. Est-ce que du coup c'est le type de film que le marché chinois attend? Oui. Sur le ton en fait du film. Oui. Il y a certains trucs. Du coup, il y aurait c'est très neutre. Je vais pas parler de différences culturelles, mais toi de. Ah mais si, je pense que sur certains points, très clairement, il y a une vraie introduction. Et là, peut-être plus que d'autres productions qu'on a pu voir. Il y a quelques temps qu'on voit des productions chinoises arriver sur le marché, mais celle-là, en coprod. Mais celle-là, elle est vraiment, je dirais pas du 50-50, mais tu vois, vraiment là, j'ai trouvé que c'était très mais est-ce que du coup, c'est le ton du film qui est pas dans le nanar, qui est pas non plus dans le premier degré absolu et qui finalement, si j'en résume, et vous, ce qui vous a le plus dérangé, de pas avoir une vision franche de où on va dans le Aja pur et Balek et on y va, etc. Ou on fait un film plus sérieux. Alors Jaws. Donc du coup, est-ce que pour vous, le film est finalement pas calibré pour un marché européen, je pense qu'il est calibré pour tout. Donc international il est calibré pour faire du fric, donc il peut pas, il a pas de trucs très marqués. Il plaira en effet au marché asiatique parce que le cast asiatique il est hyper important. Mais au-delà du cast, est-ce que la manière mais le ton, je te dis, le truc il est tellement neutre. Qu'on voit arriver chez nous, c'est le Tsuyark, c'est le détective D, etc. Donc est-ce que c'est typiquement, est-ce que vous avez senti que le ton du film était calibré pour quelqu'un d'autre en fait? Mais non, pas. Je sais pas s'il est calibré pour le marché asiatique. Le truc, c'est que c'est trop neutre. C'est neutre, ça passera partout. Ça passera partout. Mais si, moi je suis un peu. Non, moi je l'ai senti plus calibré. C'est pas la cible du film. Non, clairement, parce que je pense que c'est pas qui est la cible du film. Si, je pense qu'il est destiné beaucoup plus certainement à l'Asie que. Je pense qu'ils savent très bien que par exemple aux États-Unis, c'est pas là où ça va fonctionner parce que tu vas avoir les 2-3 affinados qui vont voir Sharknado et puis qui vont y aller. Qui, du coup vont être déçus. Mais tu vois de toute façon sur les résultats, il a fait un bon premier week-end de démarrage, mais après il s'est rapidement
ils vont être roulés parce qu'une fois voilà, une fois si tu veux l'écueil des premiers mecs qui s'y sont allés pour se marrer très rapidement, en fait, t'as épuisé ta ressource. Parce que moi, de souvenir d'avant-annonce, c'était. Enfin, moi, j'y serais allé en disant c'est le film débile. Non, bah non. Qui se prend pas la tête, mais qui effectivement va nous présenter Statham comme étant marché asiatique, etc. Toi, elle est vraiment au bout de la logique, quoi. Marché asiatique. Je pense que c'est un film de monstre du marché asiatique qui est remarquable. En fait, si tu veux, tu le sens en fait dans vraiment, je trouve dans le mais vraiment, tu vas vraiment sortir un gros mot, toi. dans les interactions, tu vas sortir un vieux film. Si tu veux, dans les interactions de ces personnages, Just. tu vois, dans les interactions de ces personnages chinois, en fait, plus tu vois, ce podcast a des jalons à poser. Il va falloir qu'on parle de Bong Joon-ho, de Del Toro. Tu vois, Aurélie, maintenant, c'est un truc qui est calibré pour le marché asiatique. Comme si les Asiatiques avaient moins d'appétence pour le genre, étaient moins capables de le faire. Celui qui me vient en tête, c'est The Host de Bong Joon-ho, donc un film coréen qui est pas vieux, qui a même pas 10 piges, et qui est un film de monstre qui est oui, enfin, t'es gentil, hyper... mais, mais attends. Il a pas fonctionné, il a pas été... Il a hyper bien marché. Non, mais là, je veux dire, est-ce que c'est typiquement le type de film que mais en Asie, chinois... Mais non, mais attends, il a été vendu sur le marché asiatique de manière générale, ce film-là. Mais d'où tu tires cette information? Bah, d'où tu tires la tienne? Regarde. Quel naze. Mais toi, la différence, c'est que là, il n'y a pas du tout, il y a pas de, mais si il y a pas de lien. Si tu vois bien, si tu veux, c'est une production qui est extrêmement neutre, avec du coup, et ça soit dans le jeu des, si tu veux, t'as par moments, t'as presque l'impression d'un épisode de tu sais, un peu Plus belle la vie, je sais pas comment dire. Non mais je vois ce que tu veux dire. Télévisuel. Et tu vois bien que c'est une production. Alors pourquoi le faire une exploitation en salle en Occident alors? Bah parce que de l'autre côté t'as foutu Jason Statham et que t'espères bien en fait mais c'est une production de pute en fait, c'est destiné à ratisser le plus large possible, et là franchement tu mets en fait le paquet en incluant une grosse partie du cast et des personnages principaux et en situant l'action là-bas, du coup pour ouvertement t'ouvrir la porte du marché. Alors, et si les on Chinois résume, veulent des trucs comme ça parce que ils ont, mais qu'ils le veuillent ou non pour l'instant, ils n'ont pas de star de la trempe de Jason Statham. Ils n'ont pas de mec, si tu veux, mine de rien, qui est un produit d'appel, parce que tout le monde a vu en Asie les scores de Fast and Furious, en fait. La logique, elle est aussi là, hein. Alors, c'est-à-dire que si moi Fast je le voyais Furious, un peu comme le Rampage de Statham. C'est pas la même chose, je pense. C'est pas la même chose. Je pense que Rampage est vachement mieux et peut-être même si, mais tu vois, apparemment de ce que j'ai vu, on sent aussi ces trucs-là. Par exemple dans le Skyscraper là, de notre ami The Rock, qui se passe donc en Chine, et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été dérangés par le fait que du coup les autorités chinoises soient vraiment enfin voilà, qu'elles soient pas ménagées, mais en tout cas, si tu veux, encensées, etc. Elles aident vraiment le héros, etc. Alors qu'on parle d'un pays où c'est pas non plus la fête à tenue à tous les coins de rue, quoi. Donc ça sert aussi de produit d'appel aussi. Il y a ça aussi qui est un peu dérangeant. Bah, ceci dit, tu mets pas du pognon pour te faire insulter derrière, quoi. Bah, c'est ça. Mais du coup, tu vois, les mecs qui font ça, du coup, les Statham, The Rock, qui acceptent les coprods, etc., du coup, prennent le blé, mais du coup, ont un peu la main tordue en disant, effectivement, c'est quand même nous qui payons, les gars. Donc on aimerait bien avoir un petit retour sur investissement. Alors, pour résumer, c'est la rentrée, on crève de chaud, c'est la déprime, en etc. économie du cinéma, tu connais rien. C'est le mec qui regarde Ouest France pour trouver... Pour trouver quoi? Pour trouver... Voilà. Donc, je reprends. Là, à toutes celles et ceux qui rentrent de vacances, qui crèvent de chaud parce qu'on crève de chaud, qui sont déprimés parce que... Bah non, faut pas aller voir ce film alors. Voilà. Non, allez voir 22... moi, j'ai... 22 Miles. Ouais. Peter Berg, Mark Wahlberg, c'est le duo le plus efficace en termes de film d'action du moment. Je sais pas quand c'est son nom, mais il y a le mec de The Raid. Ouais, on l'a vu. Et c'est ça, hein, donc c'était bien ça. Ouais, ouais. La bande-annonce est très mauvaise. Et Ronda Rousey, la fille qui fait du MMA. Ouais. Oui. Mais la bande-annonce, elle est pas bandante. Hein. C'est dommage. Elle devait être dans le... Merde, Expendables féminin. Oui, qui se fera jamais, a priori. Ah, tant mieux.
Bah écoute, ça a l'air au point mort cette histoire. Hein. Tant mieux, c'est une bonne. Donc ce mec, voilà, c'est pas le truc prise de tête, aller voir avec des potes. Non, c'est pas fun. Vaut mieux se faire un truc sci-fi. Vaut mieux se faire Sun Shark avec dedans Parker Lewis. Pour ceux qui s'en souviennent, Parker Lewis ne perd jamais. Voilà, autant plutôt regarder ça que dépenser des thunes, parce que putain, ça nous a coûté cher cette connerie. Ah, surtout moi, je t'ai invité. Oui. Petit malin. Ce qui prouve Ouais, mais j'ai réussi à le ramener le soir de mon pieu. Hein. Prouve l'intégrité des membres de Sneakcast, puisque même quand on ne paye pas, on en dit du mal. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ça. Voilà, fille. Les petits recos. Bah moi, un vrai film de bestioles fun, bah c'est l'Alexandre Aja, le Piranha 3D. Ouais, puis non, moi je restais sur mon peur bleu de Rainier Lynn. Parce que 58 minutes pour vivre. Voilà. Bah moi pour rester dans le film que t'as pas vu de requin, En eau trouble, Instinct de survie. C'est pas celui dont tu parles, là, The Reef, c'est pas la même chose, là? Ah, The Reef? Ah, je sais pas. Non, Instinct de survie. Mais tu sais sûr qu'il s'appelle The Reef, le truc avec la bombasse, là? Non, c'était Pacific Rim, machin, toi. Non, le film avec... Il y a un film de requin qui s'appelle The Reef, mais je me demande si tu te trompes pas, en fait. Mais ouais, je me souviens plus exactement. Parce que The Reef, c'est plutôt, je crois, ceux qui sont, tu sais, les plongeurs qui font une plongée, et quand ils remontent, le bateau est parti. Ah, tu crois? Et qui reste, je me demande si c'est pas ça. Le truc avec, comment elle s'appelle, Blake Lively, oui, c'est je suis ça. pas sûr que ça s'appelle comme ça. Non, ça s'appelle En eau trouble, ça s'appelle Instinct de survie. Instinct de survie. In the Deep. In the Deep. Un film de Jaume Collet-Serra. Oui, alors lui qui est perdu pour la cause. Là. Bah, Instinct de survie jusqu'à était pas mal, franchement. Tu m'étonnes, il y a Blake Lively en maillot de bain à 90% du film. Aussi. Bah non, mais la meuf à Ryan Reynolds quand même. La meuf a des si vous avez l'occasion de jeter un œil au-delà de l'aspect plastique du film, il y avait quand même le pitch était pas mal. Le démarrage était plutôt intéressant. Bah, toi, tu l'as vu, toi? Oui, j'ai vu, mais moi je l'ai pas vu. Le pitch, c'est le Fena qui reste coincé, basta quoi. Oui, non, mais voilà, le fait de déployer cette idée-là était intéressant. Bah oui. Si, bah. Non, mais après, le truc est efficace, mais il est pas remarquable. Toi, c'est un film remarquable. Je dis pas le contraire. T'as trouvé alors The Reef? Ouais, c'est ça, c'est Instinct de survie. Donc, dont je te parlais là avec Blake Lively. D'accord. Et The Reef, j'ai pas retrouvé. Mais The Reef de mémoire, c'est celui-là aussi qui était aussi un film de requin, et je crois qu'il y a la bonne idée. C'est ça. La bonne idée d'inclure en fait énormément d'images, de documentaires. Et donc de prise réelle en fait, si tu veux, d'inclure vraiment des choses. Apparemment c'est très malin dans l'image des requins qu'ils utilisent. Et, ce sont que des trucs issus de roches, de documentaires, etc. D'après ce qui donne un côté vachement réel à ce film-là, et qui joue sur deux thèmes qui sont plutôt pas mal, genre le fait d'être tout seul paumé dans l'océan. Voilà, et c'est assez flippant, coup, après avoir les requins qui se mêlent à ça. Donc The Reef, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien aimé. C'est vrai que depuis le Piranha 3D d'Aja, je pense qu'on a pas fait mieux en termes de trucs décomplexés complètement abrutis. Non, parce que Sharknado est vraiment pas regardable. Hein. Enfin, on a essayé. Il y a eu le dernier, le 6ème, dont les bandes annonces tombent sur les pubs de réseaux sociaux avec des nazis, avec des chars d'assaut. Oui, mais après, c'est n'importe quoi, mais en fait, c'est tellement mal fait que ça en devient c'est compliqué à suivre, je trouve. Le Sharknado, ça m'intéresse vraiment pas à mater. La première heure. Piranha 3D, mais c'est quand tu penses la genèse du film, c'est-à-dire que ça a été un enfer à tourner, parce que la 3D dans l'eau... c'est complètement, c'est hyper compliqué à faire. Ah ouais. Et je comprends toujours pas comment est-ce qu'on a pu pas laisser le film se faire, mais de tourner ce film là avec quand même un peu de sous, parce que les effets spéciaux tenaient vachement bien la route, fait par un Français en 3D. Ouais, mais il était déjà bien dedans. Il avait hein. fait les remakes du Colline des Yeux. Ouais, il était déjà bien dedans. Planètes, je crois qu'il avait déjà fait Mirror. Sorte avec en plus un côté cul complètement assumé pour attirer le chaland avec une scène sous-marine qui est complètement débile. Enfin, c'est un caméo David Hasselhoff. Ouais. Aussi un caméo de Christopher Lloyd avec la meuf de retour. Enfin, c'est fou. Et je l'avais vu au ciné. Voilà, c'était une vieille barre de rire. C'était quand même plutôt cool. Bon, prochaine fois on verra ce qu'on ira voir, les gars.
J'ai pas. Vous allez peut-être bosser pendant que je suis pas là quand même. Ah bah mais c'est pour ça que je regarde les veines. Bah ouais, mais alors je t'avouerai que j'ai pas vu de. Enfin, je me suis pas projeté dans l'agenda sortie. On trouvera, ouais, on sera la VOD. Ah oui, ouais, il y a des films en VOD qui sortent. Netflix a pas mal de productions. Bonsoir. Bon, on laisse les gens. Ouais, bah surtout on va te laisser partir en vacances, petit bonhomme, profites-en bien. Je vais me reposer, me ressourcer et puis voilà. Te ressourcer. Fais ça. Voilà. Au revoir mon lapin. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cinécast. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation